Les gars, c'est pas facile pour moi de vous dire ça, mais à une certaine époque, vous étiez les meilleurs. On l'est peut-être toujours. Mais toute bonne chose a une fin. Et je sais que c'est difficile d'entendre ça, mais l'avenir de ce métier, c'est pas nous. La triste vérité, c'est qu'on appartient au passé. Où veux-tu en venir, juste? À mon avis, si on continue comme ça, on va tous finir de la même façon. Dans un trou 6 pieds sous terre et dans l'indifférence générale. Si c'est la façon dont je dois mourir, ça me va, ça je peux l'accepter. Mais ce que je peux pas accepter, c'est que vous veniez dans le trou avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est notre choix. Il est maintenant temps que ça change. Nous tous ici. C'est terminé. On arrête tout. Only an idiot would do this job. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Appreciate it. Good to have friends. Aujourd'hui, on parle de la franchise The Expendables. Man, we'll die with you. Just don't ask us to do it twice. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I don't know the kind of person that we deal with all the time. How did you get involved with this? You guys aren't just a second chance. Bonne écoute. Bienvenue en Afghanistan. Aujourd'hui, on parle des Sacrifiés 3, sorti en 2014 et réalisé par Patrick Hughes, avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Randy Couture, Terry Crews, Kellyanne Lutz, Ronda Rousey, Glenn Powell, Victor Ortiz, Robert Davey, Mel Gibson, Harrison Ford et Arnold Schwarzenegger. Je suis Mathieu et quand je vais à la guerre, j'espère que la famille est avec moi. C'est bizarre, ça sonne comme une autre franchise. Alors, bienvenue dans la franchise, ce qu'on couvre les films de sacrifiés. Dans le fond, la semaine prochaine, on va parler du nouveau là, qui va sortir, là, le 4e film. Si vous avez remarqué en ce moment, probablement que je sonne un petit peu différemment. Je me suis équipé un petit peu d'un nouveau micro pour pouvoir enregistrer le podcast. Dans le fond, c'est ça se peut que ça sonne un peu différent. En tout cas, je vais vérifier dans le fond après avoir tout fait le montage, voir si ça sonne mieux ou pas. Mais en tout cas, j'ai un nouvel équipement aujourd'hui. Je pense que ça sonne mieux, mais en tout cas, c'est sûr que je peux juste vérifier à la toute fin là, ou juste ajuster pour, dans le fond, là, vous apporter une meilleure qualité sonore. Tout ça, un peu aussi, c'est pour, dans le fond, là, c'est un don là, de mon ami Steven de Cinérum. Parce que là, dans le fond, on est en train de travailler fort pour le nouveau podcast. Là. C'est pas un spin-off du tout. C'est, dans le fond, une collaboration que lui et moi, on veut faire. Dans le fond, on en a parlé là, quand on a couvert Blue Beetle. Puis, c'est ça, on veut parler là, de toute la série Smallville. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode là, sur Blue Beetle. Fait que je vous le répète aujourd'hui, puis ça se peut que j'en parle un petit peu là, prochainement, là, dans le fond, là, sans vraiment là, vous marteler tout le temps, mais j'apporte ça aujourd'hui. C'est sûr que la semaine prochaine, avec le nouveau film, c'est sûr que je vais en reparler, mais je vais juste vous lancer rapidement là-dessus. Mais c'est ça. Si maintenant vous êtes fan de Smallville, on a notre podcast Décryptons Smallville. On vient de faire notre logo cette semaine. Fait que, je vous invite à suivre le podcast. Là, dans le fond, on n'est pas encore trop certain de qu'est-ce qu'on veut faire au podcast. Avec le podcast, on veut faire plusieurs affaires. Là, c'est sûr qu'on va vous parler probablement de Patreon, des affaires de même. Mais en tout cas, je vous invite à vous souscrire là, à la page Facebook de ce podcast-là. Puis, si maintenant vous êtes mieux sur Instagram, je vous invite là, à suivre sur une des deux pages. Puis, en même temps, en parlant d'Instagram, j'ai ouvert un Instagram pour Premier Visionnement. Fait que peut-être c'est quelque chose qui pourrait plus vous intéresser. Ça serait peut-être facile pour vous, plus accessible. Fait que vous pouvez vous rendre sur Instagram et maintenant il y a une page Instagram pour le podcast. Alors, en retournant au film, le film, tout de suite quand le deuxième film est sorti en début 2012, même pas avant la fin de l'année, on avait déjà annoncé qu'on était déjà en chantier pour commencer à travailler là, sur le troisième film là, de la franchise Expendables.
On avait peut-être pensé ramener, finalement, tu sais, je savais pas parce que j'en ai parlé la semaine passée, on pensait ramener Jean-Claude Van Damme justement pour incarner son frère. En tout cas, je suis vraiment comme un hasard en lisant ça pour le film d'aujourd'hui que j'ai vu ça, mais j'étais vraiment pas au courant. Fait qu'en tout cas, je trouve ça le fun qu'on y a pensé à cette idée-là. Pas que je me pensais seul au monde à penser à cette idée-là, mais j'ai trouvé ça quand même le fun. Mais finalement, ben, comme si vous avez vu le film d'aujourd'hui, ben, vous savez que M. Van Damme n'apparaît pas dans le film. On avait rapproché encore Mikey Rourke pour reprendre son rôle. Évidemment, ben, il n'est pas là aujourd'hui. On avait approché Clint Eastwood. Ça aurait pu être intéressant. Avoir M. Eastwood, malheureusement, il n'était pas disponible. On a approché Wesley Snipes, que lui, dans le fond, originalement, on avait essayé de l'approcher pour faire le premier film, puis dans le fond, pour le rôle de Terry Crews. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, M. Crews va être remplacé par Wesley Snipes. En tout cas, je penserais pas en tant que tel, mais c'est juste une coïncidence que vraiment M. Crews va se tasser, puis M. Snipes va comme, en guillemets, prendre sa place. Là. En tout cas, c'est vraiment curieux comme idée, puis comme hasard, mais en tout cas, on a M. Norris, Chuck, lui, il avait tout de suite dit là, qu'il n'allait pas revenir. Là. Lui, dans le fond, il est carrément là, à la retraite. Fait que, tu sais, je suis pas surpris de ça. On avait d'autres acteurs comme Nicolas Cage, qui était en négociation avancée, Mila Jovovich, aussi qui est en négociation avancée, et Jackie Chan, encore une fois, puis finalement, ça l'a pas eu, ça n'a pas porté fruit. On a M. Willis que lui, dans le fond, il avait offert quelque chose comme un 3 millions pour apparaître dans le film là, sur 4 jours. Puis, dans le fond, ça a été assez rapide, là, puis c'est vraiment comme un peu peut-être un petit scandale pour le film, que dans le fond, ça n'a pas été très très long. Monsieur Willis, il a fait comme un peu une contre-offre, puis ça n'a pas été long qu'on il a dit, ben regarde, c'était ça, tu veux pas le prendre, ben nous, on va te remplacer tout de suite. Puis c'est là où M. Harrison Ford va avoir rentré là, en ligne de compte. Et ce qui est pour le réalisateur, M. Hughes, j'essaie de comprendre exactement qu'est-ce qui l'a amené pour être un réalisateur. Lui, dans le fond, il réalisait genre des petits films, puis des bandes des annonces pour la télé. Puis éventuellement, là, en 2010, il y avait un script là, qu'il voulait travailler dessus, qu'il voulait essayer de faire réaliser. Puis finalement, il a opté de faire la réalisation de ce film-là, Red Hill, sur un petit budget. Puis ça, c'est en 2010, fait que c'est quand même plusieurs années avant le film d'aujourd'hui. Et quelque part, je sais pas comment que c'est arrivé, mais il s'est ramassé à filmer les Expendables. À partir de là, j'essaie vraiment de trouver de l'information, puis c'est quelque chose que je trouve pas. Sinon que c'est juste, dans le fond, que Stallone est tombé sur lui avec comme sa détermination de trouver d'avoir fait là, son film qu'il voulait faire, puis c'est pas mal ça, dans le fond, là, mais sinon, il n'y a absolument rien là, pourquoi que c'est vraiment lui qu'on a décidé là, comme réalisateur. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Bernie Ross renforce son équipe avec du sang neuf pour une bataille personnelle. Vaincre Conrad Stonebanks, le cofondateur d'Expendables et célèbre marchand d'armes qui est déterminé à éliminer Bernie et chacun de ses associés. Fait que aujourd'hui, c'est quand même assez étrange. Je dirais pas que le film est peut-être un petit peu plus profond que les dernières semaines, mais on va essayer d'aller chercher un petit peu plus des thématiques de famille, l'union de l'équipe. On va voir le personnage là, incarné par Sylvester Stallone, que lui va... l'enfant va devoir se rendre à l'évidence là, qu'en bout de ligne, là, il y a comme une famille quelque part, puis que c'est son équipe. C'est des choses qu'on a parlé souvent au podcast. Je sais pas si c'est quelque chose de plus profond que les autres films, les deux autres là, qui sont arrivés avant. Mais je pense que on y va un petit peu plus, on pèse un petit peu plus sur le crayon, mettons, là, pour cette idée-là. On va parler un petit peu de relève, de génération, de conflit de génération.
qui est meilleur, tout ça, tu sais, dans le fond, finalement, ben, tu sais, de peut-être voir les différences, puis, tu sais, passer à côté, puis de plus faire une unification à partir de là. Tu sais, ça, on voit ça beaucoup là, dans la réalité. Tu sais, mettons, vous ouvrez les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je trouve ça complètement ridicule. Question de génération, qui est parce que quelqu'un est né en 1970 puis qui a vécu au travers là, de les années 80, puis qui était adolescent, ou encore... pour mettre ça un peu plus... mettons qu'eux autres, ils ont réussi à avoir Queen dans le temps, puis n'importe quoi, là. Puis que finalement, qu'aujourd'hui, ils vont dire que la musique d'aujourd'hui, c'était pas comme dans le temps, puis tout ça, puis en tout cas, c'est un peu la même affaire que les anciens Expendables vont faire avec les nouveaux Expendables, mais c'est ça, à quelque part, là, c'est peut-être finalement, de juste que finalement, ils sont les deux sur le même côté, puis que de comprendre que, en bout de ligne, c'est la même bataille. Alors, moi, le film, je l'ai vu, comme j'ai dit les 2 dernières semaines, je l'ai vu au cinéma quand il est passé. Je l'avais vu en français. Des fois, ces genres de films-là, honnêtement, puis commencé à être habitué là, un peu à entendre le voix anglophone, puis là, ils sont traduits là, par Yves Corbeil ou n'importe qui d'autre. Là. Des fois, ça me chicote un peu dans mon visionnement. Mais c'est ça, en tant que tel, là, j'avais vu les 2 autres Expendables avant au cinéma, puis j'avais quand même apprécié là, mon visionnement. Mais c'est ça, le film d'aujourd'hui, là, je vais avoir écouté la version unrated, qui est quelques minutes de plus sur le film, le film original, la version théâtrale. Sauf que, c'est ça, comme j'ai dit là, la dernière fois, le film aujourd'hui, il va être coté genre PG-13 là, pour la version américaine. C'est la même maudite affaire en visionnement canadien ou québécois, où dans le fond, c'est 13 ans violence les deux. Là. Je veux dire, moi, en tant que tel, quand je regarde mon boîtier pour les deux, j'ai le collant là, de la régie québécoise qui s'est marqué 13 ans en violence sur les 2 copies. Là. En tout cas, je trouve juste ça complètement ridicule. Mais c'est ça, en tout cas, tout ça pour dire que j'étais pas vraiment satisfait au retour de ce film-là. J'ai comme pas, je pense pas d'en avoir parlé là, les 2 dernières semaines, mais c'est ça, quand je suis revenu, j'étais un petit peu comme laissé aller, mais je sais pas là, si en tant que tel, là, c'était le côté là, que c'est tout d'un coup il était pas R-rated puis qu'il était PG-13. Je sais pas si c'était ça qui allait faire vraiment changer là, la différence, mais c'est quelque chose que j'ai pas remarqué là, sur mon Blu-ray, là, parce que c'est la première fois que j'écoute mon Blu-ray depuis que je l'ai. Mais en tout cas, je vais vous parler de mon expérience aujourd'hui. Alors, le film ouvre sur un train transport armé. On retrouve encore nos Expendables. C'est nos 4 Expendables. On en avait 5 à la fin là, du 2e film. Mais c'est ça, dans le fond, on en retrouve 4. Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Randy Couture et Jason Statham. Si on suit Sylvester Stallone, depuis le dernier film, là, il a fait un film là, avec, il me semble que c'est Jason Momoa, là, Bullet to the Head. Film horrible là, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Il a fait le film là, avec Arnold Schwarzenegger, le Escape Plan, que j'avais quand même assez bien aimé, là, que j'ai écouté quelques fois. Puis il a fait le film Grudge Match que j'ai couvert là, en début d'année, là, quand je couvrais là, tous les films de Creed. Là, fait que dans le fond, il est rendu là dans sa carrière. Je veux dire, dans le fond, c'est quand même un up. Là, même le film Bullet to the Head, ok, c'est beau tant qu'à moi, c'est un navet, là, mais en tout cas, peut-être que je la réécouterai, là, peut-être que je changerai mon opinion. Sauf que, tu sais, je veux dire, il y a quand même là, des films là, qui l'ont remis sur la carte. Puis, tu sais, en tout cas, on dirait que. Puis, je veux pas être machin là-dessus. Quand on regarde le premier film, où c'est un peu comme dans le temps du retour de Rocky, où il s'était teindu les cheveux plus noirs, tout ça. Aujourd'hui, c'est ça, il va comme accepter un peu. Il est probablement plus gris qu'il l'est, là, honnêtement, mais. C'est le fun de voir un peu là, qu'il fait comme un peu accepter son âge là-dessus. Puis, je pense qu'il veut le montrer un peu là, que c'est comme un peu peut-être
La dernière lignée, pour la fin de la trilogie, c'est pas quelque chose que je vais ressentir en tant que tel. On ne va pas vraiment avoir de fermeture. Là. En tout cas, je n'ai pas parlé là, dans les thématiques parce qu'en tant que tel, c'est plus comme un film à la suite de l'autre. Quand le film est sorti aujourd'hui, on planifiait déjà que probablement qu'on allait faire un 4e film. Là. Ça va prendre pas loin de 10 ans avant d'avoir notre 4e, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que, dans le fond, là, Stallone a tout de même l'air là, vraiment en forme là, quand même là, pour le film d'aujourd'hui. Si on y va pour Jason Statham, lui qui était déjà connu là, pour Crank et pour le Transporteur, depuis même le début de la franchise, là, il a quand même enchaîné là, beaucoup de films là, d'action, de mécanique, Blitz, Killer Elite, puis Parker, et même avec un rôle là, dans le Rapide et Dangereux 6. Puis c'est ça, dans le fond, il est pas mal rendu là. Il a fait aussi le film, là, j'en ai parlé un petit peu. Là, quand j'ai couvert les films de Rambo, j'ai parlé d'un film là, qui s'appelle Homefront, qui était un script là, que je pense Stallone avait travaillé dessus, qui était adapté d'un livre, si je me rappelle bien, puis que dans le fond, c'était comme vu pour peut-être faire adapté pour faire le prochain Rambo, soit Rambo 4 ou Rambo 5, je ne me rappelle plus exactement. Là. Mais en tout cas, il a fait ce film-là là, au travers là, depuis là, le dernier Expendables. Fait que c'est où est-ce qu'on en est là, pour Monsieur Statham. Monsieur Dolph Lundgren, lui, il a fait quand même une couple de films là, direct to DVD là, depuis ce temps-là, là, Battle of the Damned, The Package, en tout cas, des films que j'ai pas vu, Ambushed, Blood and Redemption, avec Puncture Wounds. C'est ce qu'il a fait là, pas mal depuis le dernier film. Ce que je trouve quand même ironique là-dedans, c'est qu'il a joué aussi là, dans le 5e film là, de Universal Soldier, que j'ai parlé, je pense, la dernière fois, là, même que je parlais de Van Damme, qu'il a joué avec Van Damme depuis le dernier film. Sauf que, tu sais, je me dis, Monsieur Lundgren, je pense qu'ils apparaissent pas dans le film ensemble là, aussi. Là. Fait que c'est peut-être pour ça aussi là, qu'ils se sont pas parlé là, dans ce film-là. Mais quand même, Monsieur Lundgren arrive puis il fait lui quand même plusieurs suites. Puis comme j'ai parlé au début de l'épisode, Monsieur Van Damme, tu sais, il sait pas. Tu sais, dans le fond, les négociations ont probablement tombé à plat pour pas apparaître là, dans la suite des Expendables, mais c'est ça, tu sais, à quelque part, je me dis, M. Lundgren, lui, il est quand même capable là, de survivre avec la franchise des Expendables, puis, tu sais, dans le fond, ça le rend quand même tout le temps, tu sais, dans l'œil du public, puis, tu sais, dans le fond, il peut arriver quand même puis faire un peu là, des films petit budget, puis, c'est ça, contrairement à M. Van Damme, c'est ça, tu sais, je veux dire, sa carrière, elle avait des hauts et des bas. Tu sais, j'en ai parlé là, quand je l'ai couvert là, dans la genre de rétrospective que j'ai faite là, pour M. Van Damme. Mais c'est ça. En tout cas, je trouve juste ça quasiment ironique quelque part que les deux... peut-être que les films de Van Damme sont un petit peu plus de haut calibre, là, je dis ça en guillemets. Mais tu sais que Van Damme, dans le fond, qui joue avec Dolph Lundgren parfois, qu'il n'a pas choisi là, de quand même rembarquer avec les Expendables. Monsieur Randy Couture, lui aussi, il a joué là, dans 2 films, là, entre les 2 films. Il a joué avec Dolph Lundgren, dans le fond, là, dans le film Ambushed. Mais c'est ça, puis un autre film, là, Three Geezers. J'ai aucune idée là, de comment s'il était impliqué à fond ou pas. Mais c'est ça la remet là, prêt pour le film d'aujourd'hui. Puis tant qu'elle est partie, je vais parler là, de Terry Crews rendu là, qui est notre 5e Expendable, que tant qu'elle a coupé tantôt, là, je vais comme tout tasser ça de suite. Qui a lui plus fait là, des petits rôles là, au petit écran, puis des caméos, puis des affaires de même. Je pensais peut-être qu'il y avait quelque chose de grandiose qui pouvait peut-être avoir empêché là, pourquoi que dans le fond qu'il ne sera pas là beaucoup pour le film d'aujourd'hui. Peut-être, tu sais, il y a un rôle dans Scary Movie 5, c'est possible, mais en tout cas, j'ai pas vraiment d'informations là, pourquoi il était pas dans le film d'aujourd'hui, là, dans le fond qu'on l'a tassé. Là. C'est peut-être tout simplement là, pour une question d'histoire qu'on a décidé que c'est lui qu'on l'a tassé, là, mais en tout cas, fait que, je vais revenir à ça tantôt. Alors, nos Expendables, eux autres, ce qu'ils veulent aller faire, c'est récupérer un de leurs anciens collègues de probablement une des premières moutures là, de l'équipe là, des Expendables.
le personnage là, de Doc, qui est, on va l'appeler Wesley Snipes, là, comme tous les acteurs dans la franchise. Lui, Wesley Snipes, lui, bien connu, bien sûr, là, pour son personnage de Blade, qui est une adaptation là, d'un personnage de Marvel. Puis plusieurs films là, des années 90. Fait que c'est le fun de le voir dans le film aujourd'hui. On va lui donner quand même beaucoup de place, surtout que dans le fond, on va mettre un nouveau Expendable, puis on va... pas mal tout le monde va prendre le siège arrière. Même Jason Statham, il avait commencé comme la co-star avec Sylvester Stallone, puis là, que tout d'un coup, il est rendu comme... il est peut-être un petit peu plus là que, mettons, Randy Couture, puis... dans le fond, si on y va dans l'échelon de nos Expendables, puis de temps d'écran, puis de, en guillemets, importance, mais sur le Stallone, après ça, on doit avoir Jason Statham, mais chaque film, je pense qu'il y a de moins en moins d'importance. Après ça, peut-être Monsieur Lundgren, Terry Crews, puis je pense que je mettrais peut-être Terry Crews en haut de Dolph Lundgren, mais c'est ça, puis Randy Couture en bas. Mais c'est ça, quelque part, avec le film d'aujourd'hui, je pense qu'ils vont prendre quasiment là, tout vraiment là, en bas, puis peut-être qu'on va donner un petit peu plus là, de place à M. Snipes. Lui, en 2010, il avait été incarcéré là, pour fraude fiscale, puis dans le fond, il a eu une peine là, de 3 ans. Fait qu'il venait de sortir là, de sa peine de 3 ans. On va en faire un clin d'œil de ça là, au tout début. Fait que dans le fond, on a toute une scène où nos Expendables vont être en hélicoptère. Dans le fond, ils vont installer un câble que dans le fond, ça va comme tuer là, des gardes qui sont par-dessus le train. Pourquoi pas juste avoir laissé le train avancer puis que finalement, ils pognent le câble? Mais en tout cas, c'est peut-être la distraction parce que là, nos Expendables, eux autres sont en hélicoptère en train là, de se faire mitrailler ou de mitrailler les soldats. Mais en tout cas, je veux dire, techniquement, il n'y a aucune raison pourquoi ils ne doivent pas attendre que le câble fasse qu'est-ce qu'il a à faire. Mais je veux dire, question visuelle, ok, c'est beau, il y a de l'action, il y a une fusillade, tout ça. Au début, je pourrais dire que pour l'extraction de Wesley Snipes, j'ai comme l'impression qu'on en revient un peu au niveau là, du premier film en fait d'action. On y voit un petit peu plus à plus petite échelle. Mais dans le fond, l'introduction a comme 2 parties. Une fois avoir réussi à sortir là, le personnage de Snipes, qu'on dit qu'il a été incarcéré là, pendant 8 ans. Puis dans le fond, il a l'air d'avoir quelque chose, là, une genre de crotte sur le cœur, puis que dans le fond, là, ses capteurs, là, il est une dent compte, puis c'est ça. Dans le fond, on va lui donner comme un peu le moment de gloire là, de pouvoir tout massacrer là, ceux-là là, qui l'ont gardé prisonnier, ou ce qui va prendre le contrôle du train, puis dans le fond, pour essayer là, de défoncer une porte, puis que comme par hasard, le général là, qui a comme des photos un peu partout, là, le commandant, lui va se tenir juste là, au bord de la porte où ce que le train va rentrer là, de plein fouet puis faire exploser la base. Fait que ça part quand même là, explosif, mais un petit peu moins, beaucoup moins que le dernier film, mais ça c'est parce que juste vraiment c'est parce que c'est coupé en 2. Fait que ce qu'on va comprendre, c'est que je trouve ça quand même le fun un peu. Je trouve pas qu'ils ont vraiment insulté Bruce Willis en disant que le personnage de Church les avait envoyés à une telle place. Peut-être qu'on laissait quand même une porte ouverte si des fois on voulait que M. Willis accepte de revenir là, dans un prochain film, mais c'était clair là, qu'on faisait le film sans lui. Mais il y a quand même une possibilité, il existe. On décide pas là, de carrément là, arrêter de le nommer, puis qu'on fasse rien avec. Je trouve ça le fun pareil. Fait que eux autres, les Expendables, ils étaient sur une mission, puis comme en chemin, ils ont ramassé Wesley Snipes, puis que il y aurait pas de. Ils nous montrent quand même là, tout le temps les tatous, tout ça, là, de tous les Expendables pour. On sait qu'on les avait vus dans les autres films, mais c'était plus en arrière-plan, puis là, on le met en avant-plan. Fait que on sait qu'il va probablement se passer quelque chose avec ça.
Puis, tu sais, on a comme un peu là, les tags, là, je me rappelle pas comment ils appellent ça, les dog tags là, pour les soldats, là, où ce que, tu sais, dans le fond, tu sais, on essaie de montrer le côté générationnel là, de les Expendables, puis que, ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, on nous embarque ça tout de suite là, en ce moment-là. Là, dans le fond, là, c'est ça, ils sont à la recherche là, d'un personnage qui s'appelle Victor Mins, que finalement va s'avérer là, être Mel Gibson. Il va se ramasser en Somalie où ils vont retrouver là, Terry Crews. Puis, tu sais exactement pourquoi que Terry Crews n'était pas avec eux autres au début. Là, je pense que vraiment il était occupé là, à faire ses caméos un peu partout. Là. Il doit avoir vraiment une raison spécifique là, pourquoi il n'était pas avec eux autres au début. Puis que dans le fond, il va être là pour 2 scènes. Même principe là, que Jet Li au dernier film, puis pourquoi que qu'on a eu quand même juste des personnages qui apparaissent un peu dans des scènes séparées là, dans le dernier film, là, même pour Jason Statham. Fait que eux autres, dans le fond, ils vont s'infiltrer là, par bateau sur un quai. Puis, tu sais, c'est quasiment à comprendre. Là. J'écoutais le film avec mon garçon, puis on était là. Dans le fond, il se trouve sur un côté de rive, ils embarquent sur le bateau, puis ils font juste comme traverser, là, tu sais, genre quelques. Ben, je comprends que ça les a évités de se faire tremper, peut-être, là, mais c'est quelques pieds, dans le fond, là, qui doivent se rendre, là, sur le bateau, puis pour se commencer là, sur l'autre rive. Fait qu'éventuellement, ça amène à une autre fusillade. Fait que c'est là qu'on a l'introduction là, de M. Mel Gibson. Je pense que c'est la première fois qu'on parle de Mel Gibson au podcast en face de la caméra. Là, ben, j'en ai parlé, là, je pense que j'ai couvert le film là, Apocalypto là, en début d'année. Mais là, c'est ça. On a M. Mel Gibson qui est bien connu là, pour son rôle là, de Martin Riggs là, dans L'Arme Fatale et pour je me rappelle plus le nom, là, dans Mad Max, là, je devrais en parler là, l'année prochaine, en tout cas, au moins de Mad Max. L'Arme Fatale, ben, on va juste attendre de savoir qu'est-ce qu'on va faire, si on va vraiment faire un chapitre 5, puis, en tout cas, ce que j'aimerais bien, là, c'est une franchise là, quand même assez le fun là, à redécouvrir. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, ils sont sur les quais. Puis nos Expendables se ramassent dans un genre de conteneur. Puis je sais pas si, mettons... puis tu sais, même Mel Gibson se ramasse, je pense... non, il se ramasse dans un hélicoptère. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas. C'est vraiment peut-être un lien que j'ai fait dans ma tête. Puis il y avait peut-être pas de lien nécessairement. Sauf que... c'est ça, il me semble que l'Arme Fatale 2 finit, là, sont sur un quai. Puis c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de passes dans des conteneurs, tout ça. Fait que, tu sais, en tout cas, peut-être que tout fusionne dans ma tête. Mais je me dis, là, tu sais, peut-être que c'est un clin d'œil là, à l'Arme Fatale 2. Pendant qu'on est en train de justement introduire là, le personnage là, de Mel Gibson. Fait que ça, dans le fond, c'est la deuxième partie de l'introduction. Puis, tu sais, dans le fond, la deuxième partie est beaucoup plus explosive. C'est sûr qu'on donne un petit peu plus de temps là, à Terry Crews, parce que dans le fond, il sera plus là, il sera plus présent là, jusqu'à la fin du film. Là, lui, dans le fond, il donne un minigun, là, comme qu'on a fait, là, ben, tu sais, comme le Terminator, tu sais, qui est, ou dans Predator, là. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est pour lui donner un peu là, de vraiment là, un peu de temps, je pense, là, pour lui donner une chance. Puis éventuellement, ben, c'est ça un peu l'introduction du film, là, c'est que on va, en guillemets, tuer un Expendables. Je pense que le fait là, de ne pas tuer Terry Crews, de juste le blesser, il semble avoir quasiment une balle au cœur, mais en tout cas, je sais pas exactement si c'est parce qu'on se demandait si on allait le faire survivre ou pas. Je pense que c'est assez clair qu'il va survivre là, dans les premières scènes. Ça aurait été un petit peu nono là, qu'à mi-chemin, ils reçoivent un appel radio puis qu'ils disent que Terry Crews est mort là, finalement là, de ses blessures. Ça aurait pas marché. Là, il fallait qu'il meure carrément sur le quai ou plus qu'il est rendu à l'hôpital, on sait qu'il va survivre. Mais je pense que c'est ça que c'est pas un film pour ça dans le fond. C'est pour célébrer un peu là, les films d'action, tout ça. Oui, dans le fond, les seuls qui doivent mourir, c'est dans le fond là, le méchant.
Puis à part de ça, ben, dans tous nos Expendables, on doit les laisser, dans le fond, avoir un peu là, de fun. Puis de les tuer, ça serait un peu trop triste. Sauf que, peut-être avec le film qu'on a aujourd'hui, ou ce qu'on veut penser un peu, on veut essayer de... encore là, je veux pas dire que le film est plus intelligent que les 2 dernières fois. Là. C'est vraiment pas ça que je veux dire, mais on va forcer un petit peu plus sur les sentiments. On va forcer un petit peu plus d'essayer d'avoir des pensées un peu. Puis c'est là où ça va commencer un peu là, sur le côté là, de Sylvester Stallone, que là, une fois que Terry Crews est blessé, que là, dans le fond, là, c'est peut-être un combat à la mort, si ça l'était pas là, depuis le 2e film. Mais dans cette version-là, à quelque part, peut-être qu'on prenait pas Van Damme au sérieux la dernière fois. Puis là, ben, puisque c'est un ancien Expendable, ben, on sait qu'il y a plus de chances qu'il pourrait avoir des morts. Puis, dans le fond, ça fait réfléchir là, beaucoup le personnage là, de Stallone. Je devais rencontrer un dénommé Church. Je suis au courant. Max Drummer, officier des opérations. Vous n'aurez plus affaire à Church désormais. Nom de Dieu, Ross. Quel bordel. Vous aviez tout ce qu'il fallait. Un lieu, une cible, des armes et tous les détails nécessaires. Et pourtant, ils vous ont exterminé. En plus, ma cible s'est enfuie. Je me trompe, Ross? Il m'en manque un bout, peut-être. Ouais. Church a dit que la cible s'appelait Victor Means. Et alors? C'est faux. Son vrai nom est Conrad Stonebanks. C'est un marchand d'armes qui a fait fortune en vendant à tous les seigneurs de guerre psychotiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Il a sa propre armée de mercenaires. Il est personnellement responsable d'avoir torturé et assassiné 2 des hommes les plus compétents que j'ai connus, des amis. Je me fiche de savoir comment il s'appelle. Je n'aime pas cet homme. Et je veux sa peau autant que vous. Alors, on arrive au moment du film où les Expendables, bien plutôt, Sylvester Stallone se fait donner sa mission. Dans le fond, on a l'introduction là, de Harrison Ford qui fait le personnage de Drummer, mais comme d'habitude, on va l'appeler Harrison Ford. Harrison Ford, à l'époque, il venait de filmer là, Blade Runner 2049 l'année précédente, puis l'année suivante, il va revenir en Han Solo. Fait que aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, il était comme un peu d'actualité pareil. Il venait de commencer à retoucher ses rôles qui l'avaient rendu populaire. Puis bien sûr, ben probablement que ses rôles, son rôle là, de Han Solo était déjà filmé là, quand le film a sorti là, en 2014. Mais c'est, tu sais, l'ayant vu là, il y a quelques mois là, dans le dernier film là, de Indiana Jones et le cadran de la destinée. C'est, puis même l'ayant vu là, quelques semaines avant, là, quand j'ai découvert là, le royaume du crâne de cristal, je trouve qu'il est quand même en forme dans le film aujourd'hui. Je me rappelle pas exactement, mais pour comparer, là, je me rappelle pas exactement ce qu'il y avait de l'air là, dans The Force Awakens de Star Wars. Mais en tout cas, je trouve que dans le film aujourd'hui, il a l'air quand même en forme. Et je veux dire, il est plus jeune, là, on s'entend, là, mais je trouve que pour son âge, là, qui est, je pense, 72, 73 ans là, quand même, là, ça fait 7-8 ans de tout. Fait que il est quand même en forme. Là, malheureusement, je dirais que quasiment qu'il y a peut-être beaucoup. Dans le fond, je peux pas juger quelqu'un qui est à 80 ans, dans le fond. Là, je vois probablement être pire à cet âge-là. Là, fait que je m'embarquerai pas sur ce terrain-là, mais c'est ça, c'est le fun de quand même voir Harrison Ford à l'écran. Mais c'est ça, fait qu'il va lui donner l'heure juste là, pour le personnage de Mel Gibson, que dans le fond, Sylvester et sa bande, ils savaient pas que ça allait être Mel Gibson qui allait être la personne là, qui était la cible. Puis, dans le fond, il va nous expliquer là, qu'est-ce qu'il est comme personnage, que dans le fond, c'est un contrebandier d'armes, puis dans le fond, là, il est voulu, là, c'est un assassin, fait que, puis il a assassiné là, des personnes proches là, de Harrison Ford, fait que lui, personnellement, il en veut aussi là, à Mel Gibson. Fait que Mel Gibson, Sylvester, il va partir de là, puis dans le fond, là, il va réfléchir là, un petit peu là, avec qu'est-ce qui s'est passé avec Terry Crews. Puis, dans le fond, là, il va juger qu'il y aurait, il serait mieux de partir avec une nouvelle bande au lieu de partir avec son ancienne gang.
Puis, tu sais, dans le fond, pour peut-être une question là, je sais pas, juste de se protéger. Tu sais, je me dis, avec le dernier film, pareil, on avait un peu le même genre de scénario, mais tu sais, son équipe était prête à le suivre. C'est plus une question narrative, là. Tu sais, je vais pas commencer à décortiquer ça. Tu sais, ces films-là, là, tu sais, ils sont faits pour nous apporter de l'action. Puis, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là, dans le dernier film? Ben, tu sais, je pense que c'est des terrains que ça vaut même pas la peine là, d'essayer de décortiquer. C'est pas que je sens que que le produit ne vaut pas la peine ou qu'il est pas assez intelligent, là, c'est pas en guillemets, là. Mais en tant que tel, là, je pense qu'honnêtement, là, on s'en fout, honnêtement. Là. C'est juste savoir un peu de comment on va s'en aller avec ça. Puis pour essayer d'embarquer là, du nouveau monde là, dans le domaine de l'action, tu sais, un peu pour la relève, puis tout ça. Fait que Sylvester, ben c'est ça, tu sais, il va mettre tout le monde dehors dans le fond. Ce qui n'a pas de sens pareil, mais c'est ça, tu sais, on va le prendre de même. Il va recruter, là, dans le fond, là, il va retrouver un ancien collègue là, qui va être là juste pour ses anciennes. Juste pour les scènes là, de recrutement. Le personnage là, interprété là, par Kelsey Grammer, que j'ai revu dernièrement là, parce que j'ai couvert là, les films là, de Transformers. C'est un acteur qui était quand même assez populaire là, pour certaines séries. Dans les années 90, je me rappelle bien, là, quelque chose que j'avais jamais écouté vraiment, là, mais c'est ça. Dans le fond, là, on va voir le personnage là, interprété là, par Glenn Powell. Glenn Powell, dans le fond, n'était pas grand-chose à l'époque, mais je vais parler là, de Top Gun 2 l'été passé, puis dans le fond, là, ce serait probablement comme le prochain Maverick. Là, il fait pas mal le même genre de personnage là, que le personnage de Tom Cruise qu'il faisait là, dans le premier film. Mais à cette époque-là, il n'était pas grand-chose. Ronda Rousey, elle, qui était championne là, de Ultimate Fighting, je pense, qui a même allé aussi là, la WWE. Après ça, on a Victor Ortiz, que lui aussi, c'est un autre champion là, de MMA, je pense. Puis aussi, là, ben, on a Kellan Lutz, que lui, je crois qu'à l'époque, là, il était reconnu là, pour les films là, de Twilight, que j'ai juste écouté une fois et que je ne penserais pas couvrir au podcast, là, à moyen d'une forte demande. Mais en tout cas, fait que c'est la nouvelle équipe de Expendables qu'on a. Je trouve ça le fun d'avoir une nouvelle équipe. On va voir un peu comment ils sont, un peu similaires comme dans le deuxième film là, où on avait une scène là, dans l'avion, puis que il se parlait là, où le personnage là, de Liam Hemsworth, lui il parlait avec les autres. On va un peu voir là, comment que les Expendables interagissent ensemble. Fait que là, on est encore dans un avion, puis que les autres vont interagir ensemble. On les découvre un peu de même. Mais je trouve que sérieusement, c'est un petit peu trop peu. Le personnage là, de Ortiz, que lui, on voit que c'est comme dans le fond, qu'il a l'air d'être un spécialiste d'armes. On voit pas vraiment qu'est-ce qu'il utilise. On le voit pas vraiment en utilité là, dans tout le film. Dans le fond, Ronda, elle aussi, on sait là, qu'elle sait se battre. T'sais. À la toute fin, ils vont avoir chacun leur scène, à part Ortiz, que je suis pas sûr que j'ai réussi à décortiquer là, que lui avait une scène. Mais c'est très peu. Honnêtement, là, c'est ça que je vais pouvoir reprocher au film. Qu'on nous introduit une nouvelle équipe, puis on prend vraiment notre temps pour tout nous introduire là, notre nouvelle équipe. C'est vraiment comme on prend 2 minutes là, à peu près par personnage. Puis, pour peut-être prendre un 10 minutes là, en plus là, de la scène avec Antonio Banderas, là, que je vais revenir tantôt. Mais c'est ça, on prend vraiment notre temps. Puis, pour vraiment que les personnages n'ont pas vraiment là, on n'a pas le temps de vraiment les connaître. Dans le fond, là, ils vont infiltrer là, un genre de hangar là, pour pouvoir. Pas un hangar, là, mais ils vont repartir à la poursuite là, de Mel Gibson. Puis, dans le fond, ils vont se ramasser là, dans un hôtel ou en tout cas un endroit de rencontre là, avec un autre contrebandier pour faire un échange d'armes.
Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, il va y avoir un face-à-face là, avec les autres anciennes Expendables. Tu sais, pour un peu là, jouer au coq un peu, mais c'est ça, tu sais, pour montrer un peu de friction, puis en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, Arnold va savoir joindre à l'équipe comme copilote qui va, tu sais, dans le fond, tu sais. Honnêtement, Arnold, là, on l'a vu un petit peu au début du film, là, quand Terry Crews est rentré à l'hôpital. Puis là, ben, après ça, il a comme offert à Sylvester, si maintenant il a besoin d'aide, ben, il est là pour l'aider. Mais il est comme à retraite. En tout cas, c'est comme le mot clé là-dedans, là, dans toutes les Expendables, à quelque part. Puis... après ça, ben, il va embarquer avec Sylvester. C'est juste pour peut-être voir un peu là, Sylvester et Arnold ensemble, que c'est le fun en tant que tel. Je trouve que quand même Arnold n'est pas utilisé à son plein potentiel. On va l'utiliser un petit peu à la fin, mais malheureusement, c'est ça. On le voit pas tant que ça. Il y a une couple de lignes qu'il va faire, là, mais on en reviendra à ça tantôt. Après ça, ben, c'est ça. Ils vont se ramasser en Roumanie, puis là, ben, il y a une transaction nocturne là, où, dans le fond, ils vont échanger là, dans le fond, où ils vont vendre des armes. C'est là qu'on va avoir le personnage là, incarné là, par Robert Davi. C'est lui qui fait la transaction avec Mel Gibson. Malheureusement, on n'aura pas grand-chose avec Robert Davi. Robert Davi, j'en ai parlé là, il y a vraiment pas longtemps. Là, c'est un des frères, je me rappelle plus les frères comment, là, dans le film de Goonies. Puis bien sûr, ben, pour moi, quand j'ai vu le film la première fois, puis même encore aujourd'hui, là, je comprends que dans Goonies, il est là. Mais il fait là, un des Bond villains là, dans le film là, de Permis de tuer là, avec Timothy Dalton. Puis comme je t'ai déjà parlé, là, quand j'ai parlé de Permis de tuer, ben c'est un film qui est quand même nostalgique beaucoup pour moi là, sur ce film-là. Là. Ben, les deux films de Dalton, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je pour des raisons, là, j'aime bien là, le Permis de tuer. Puis c'est ça, tu sais, de revoir Robert Davi là, dans le film, là, je trouvais ça le fun, mais en tant que tel, il se passe rien avec ce personnage-là. Puis je me demande un peu pourquoi qu'on l'a mis vraiment sur le poster. C'est le seul acteur qu'on nomme sur le poster. Parce qu'au début, je t'ai nommé tout le monde qui était sur le poster, dans le fond. J'ai pris le poster, le Blu-ray que j'ai, puis j'ai nommé tout le monde dessus. Robert Davi est là, mais en tant que tel, il n'y a pas de photo de lui sur le poster. Fait que il s'est pointé là, pour quelques minutes, puis c'est tout. Mais en tant que tel, là, je comprends que c'est pas une grande star, là, ça c'est correct. Mais pour moi, quand j'ai vu que son nom était là pour le film, j'étais vraiment content là, de voir, mais j'aurais espéré là, qu'il y ait un plus grand rôle. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va utiliser nos nouveaux Expendables un peu pour faire l'infiltration là, pour que ça soit un petit peu moins fonce dans le tas, comme que peut-être les anciennes Expendables auraient fait. Puis que ça soit plus technique, on veut utiliser un petit peu plus de technologie, tout ça, là, la nouvelle génération, tout ça, ça va fonctionner. Puis facilement, ils vont quand même réussir à capturer là, Mel Gibson. Fait que dans le fond, on va avoir un face-à-face dans le fourgon, là, une fois qu'ils vont avoir capturé là, Mel Gibson. Ben, il va y avoir un face-à-face entre Sylvester et Mel Gibson. C'est quand même une bonne scène. Ça n'a rien à voir avec quand j'ai parlé là, le film là, de Heat là, avec Al Pacino et Robert De Niro. Là. Tension, là, ça n'a rien à voir là, avec comme leur face-à-face qu'ils ont dans le restaurant, eux autres. Là, je veux dire, il y a des grands face-à-face qui arrivent dans des films, là, mais malheureusement, je trouve qu'il manque quelque chose. Je veux dire, en tant que tel, là, Mel Gibson, c'est un bon acteur. Sylvester, il est capable de tenir son bout en masse. Mais je trouve que même avec ces deux acteurs-là, je pense qu'il manque un petit peu. Là, on essaie de nous trouver quand même un peu quelque chose. Là. Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment... ayant vu des face-à-face grandioses, je trouve que celui-là ne fait pas partie là, des grands face-à-face. Pourtant, ces deux grands acteurs, pareil, je dirais que Mel Gibson est plus un grand acteur que peut-être Sylvester Stallone, là, puis j'enlève rien à Sylvester. Il y a des films là, que, je veux dire, sa prestation est bien solide, là, mais c'est ça, à quelque part, je trouve que comme face-à-face,
Je trouve que c'est bien écrit. Mel Gibson fait bien sa job. Mais c'est ça, un peu, c'est la scène pour nous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que ces deux personnages-là ne s'aiment pas. Puis, tu sais, à quelque part, là, je me dis, bon, c'est parce qu'on est placé du côté à Sylvester que, dans le fond, ce qui s'est passé, là, bon, c'est supposément que Mel Gibson aurait été trahi parce que l'équipe des Expendables, à l'époque, aurait eu, dans le fond, le mandat de descendre le personnage de Mel Gibson. Mais, c'est ça, tu sais, quelque part, si ça aurait été l'inverse, ben... probablement que Sylvester Stallone, ben, il aurait agi pas mal pareil comme Mel Gibson. Bon, ok, là, on ne met pas là, des circonstances, qu'est-ce qui s'est passé, pis tout ça. Mel Gibson, c'est sous-entendu qu'il est un petit peu plus sadique que Sylvester Stallone. Mais en même temps, Sylvester Stallone, lui, il travaille... il travaille pour le gouvernement. Puis, tu sais, dans le fond, il y a comme des règles, tout ça, puis il essaie de suivre ces règles-là. Supposément que dans le premier film, il n'a pas suivi ces règles, là, selon le deuxième film, là, quand on a Church qui se pointe. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, l'autre, c'est parce qu'il décide de partir autonome totalement, puis pas techniquement travailler pour la CIA, que dans le fond, il serait une cible à abattre. Mais en tout cas, c'est ça. Tu sais, je veux dire, bon, là, le Mel Gibson, lui, devient un marchand d'armes pour, dans le fond, là, pour armer là, des pays là, terroristes, tout ça. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est tout un peu, là, on le place comme méchant, mais ça reste quand même, je pense, une zone grisâtre à quelque part, parce que, tu sais, dans tout le passé, même si on regarde avec qu'est-ce que Mickey Rourke disait dans le premier film, tu sais, pas tout est blanc dans leur passé, là, tu sais, puis même comment ils agissent dans le premier film, que, tu sais, c'est pas nécessairement là, des personnes là, toutes bien roses, là. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, on veut démontrer un peu qu'ils sont plus roses qu'ils sont, là, mais en tout cas, à quelque part, je comprends que peut-être que l'autre est un petit peu plus sadique ou des affaires de même, là, mais pareil, ça tombe que les Expendables, c'est pas nécessairement là, des bonnes personnes, là, à quelque part, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, on veut pas nous montrer ça tout à fait, là, on veut quand même un peu étouffer ça, on veut vraiment juste en ressortir là, que Mel Gibson, pour qu'est-ce qu'on nous dit, puis tu sais, dans le fond, pas vraiment nous montrer plus que qu'est-ce qu'on nous a montré un peu là, avec quelques fichiers, qu'il aurait assassiné un peu, tu sais, on nous montre des photos, tout ça, puis tu sais, dans le fond, c'est juste un peu pour le côté trahison, mais... En tout cas, tu sais, l'affaire, c'est qu'on n'a pas le prequel, puis je veux pas le prequel non plus, mais on n'a pas ça. Tu sais, on sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il aurait pu nous mettre ça un peu en flashback, un peu nous montrer là, des choses qui se sont passées, puis comment que ça s'est... tu sais, que cette trahison-là s'est fait, là. On y va pas sur ce terrain-là. Finalement, ben c'est ça. Mel Gibson, lui, avait un GPS sur lui, un tracker. Puis finalement, ben il y a une bande à Mel Gibson qui poursuivent le fourgon en hélicoptère. Puis ils vont lancer un missile directement sur le fourgon. En tout cas, il me semble qu'il aurait pu peut-être faire sauter le fourgon accidentellement en tuant Mel Gibson. Mais en tout cas, ça, on n'en parlera pas. C'est tout des durs à cuire. Il n'y a personne qui est mort là-dedans. Fait que là, c'est ça. Il y a une scène que, dans le fond, où le Sylvester va essayer là, de se défendre en attaquant l'hélicoptère qui les attaque. Puis, dans le fond, eux autres, ils vont lancer un autre missile, puis qui va faire envoler Sylvester, là, qui va passer par-dessus là, leur bord là, du pont qui sont dessus. Puis il va tomber en bas. Ça me fait penser un peu à la scène de Mission Impossible 3, là, où on avait Tom Cruise là, qui était justement là, sur un pont, puis qu'il y avait un missile, puis qu'il faisait revoler. Mais tu sais, Tom Cruise a revolé sur une voiture. Mais là, c'est ça, tu sais, Sylvester, ben, il revole carrément en bas. Là, il passe par-dessus le garde, puis il se ramasse en bas, puis il va se fracasser la tête. Puis finalement, là, ben, il va être assommé. Puis c'est ça, tu sais. Bon, on est supposé penser que peut-être que Sylvester pourrait mourir après ça. Là, c'est quand même assez... quelque chose là, d'assez rough là, en tant que tel là, comme attaque, mais ça fait penser un petit peu aussi là, à Skyfall là, qui était sorti là, 2 ans avant là, avec James Bond au début du film justement là, qui se faisait
tiré puis qui tombait là, en bas là, d'un pont, puis après ça, il était perdu là, dans la rivière en bas. Puis c'est ça, ben, dans le fond, là, Mel Gibson, au lieu de tuer là, la deuxième équipe là, d'Expendables, ben, il va décider là, de les garder en otage. Oh! Bel avion. Vieux, oui. Mais cool, tu vois. Où sont tous les autres? Il y a que nous deux. Juste nous deux? Juste nous deux. Mais qui sont ces gars-là? C'est mon ancienne équipe. Tu veux me dire ce que vous foutez ici? T'as été assez stupide pour aller te mettre dans ce foutu pétrave? Et nous, on est les seuls assez cinglés pour t'en sortir! Amenez-vous! On est en retard pour la guerre! Galgo, j'ai bien peur que tu doives céder ton siège au Père Noël. Mais on est en juin. Galgo, lève ton cul de ce siège! Oui, chef. Je vais prendre ça. Des gants. Alors, on arrive à la dernière partie du film. Là. Sylvester, c'est ça, il est retrouvé là, par une gang là, de Mel Gibson, puis avant que justement il ait le temps là, d'avertir qu'il est encore vivant, puis qu'ils l'ont trouvé, ben Sylvester, ben il sort son revolver, puis comme on l'a vu là, depuis le début de la franchise, puis même dans Rambo 2008, où ce qui est capable là, de tirer super rapide là, avec son fusil. C'est comme jusqu'à la fin du film, là, à partir de là, une fois qu'il a sorti son revolver, là, c'est comme il y a toujours un revolver à la main. Même pendant la grosse finale, il va avoir tout le temps genre un quel revolver. Là, c'est rare là, qu'on va le voir. On va le voir comme se promener avec une grosse carabine. Pis, mais par contre, il va tout le temps se servir là, d'un simple revolver. Là. Je sais pas si c'est juste comme un peu pour changer là, des Rambo, puis même là, des derniers films. Là, mais ça fait peut-être une petite variation. Fait que lui, dans le fond, il va retrouver Arnold, là, que lui, il l'attendait là, avec l'avion. Puis finalement, ben, il va comme laisser tomber Arnold. Puis il va repartir tout seul, encore une fois. Puisque son équipe s'est fait prendre en otage. Sauf que, dans le fond, ben, pendant qu'il va être en train de se préparer, ben là, c'est ça, un peu plus tôt, on avait vu là, le personnage là, de Antonio Banderas. Lui, ben c'est ça, tu sais, honnêtement, je peux pas dire qu'il va à 100% là, qu'il va voler le show, mais honnêtement, là, j'aime beaucoup la performance là, de Antonio Banderas aujourd'hui. C'est pas un acteur que je cours après. Là, je sais qu'il a fait le film, là, je pense qu'il y avait même une suite là, qui était par le réalisateur là, de, me semble, Casino Royale et GoldenEye, là, le film de Zorro. Puis il y avait eu une suite, si je me rappelle bien, là, mais j'ai même pas vu un des deux. Étrangement, je veux dire, j'écoutais les films de Zorro, les émissions de Zorro là, quand j'étais jeune. J'en avais écouté vraiment beaucoup, mais rendu en 95-97, là, ça m'intéressait plus bien. Moi, Antonio Banderas, c'est sûr que pour moi, c'est le film avec Sylvester Stallone, Assassin. Et surtout le film là, de Desperado là, de 93, quelque chose de même là, que j'avais vu une couple de fois, là, que j'avais bien aimé là, à l'époque. Je pense que ce film-là avait une suite, puis dans le fond, ce film-là lui-même était une suite d'un autre film là, de Roberto Rodriguez. Mais c'est ça, tu sais. En tout cas, pour moi, c'est ça, mais tu sais, il a fait quand même là, plusieurs films là, quand même assez connus. Là. Il a joué dans le dernier Indiana Jones, justement, que je parlais tantôt. Là, il y avait un petit rôle. Mais honnêtement, là, c'était un autre un peu que dans le dernier film d'Indiana Jones versus le film d'aujourd'hui, qui je sais pas, tu sais. C'est plus aussi peut-être une question de maquillage là, dans le dernier film d'Indiana Jones, mais il paraît, on dirait qu'il a vraiment pris un coup de vieux là, dans le film là, le film d'Indiana Jones. Pourtant, quand on l'écoute là, dans le film aujourd'hui, là, il est à peu près la mi-cinquantaine, là, 53-54 ans. Il a de l'air très en forme. Je sais pas si c'est lui qui fait tout, qu'est-ce qu'on voit qu'il fait, là, je ne penserais pas, honnêtement, mais tu vois qu'il est quand même assez agile. Mais c'est ça, tu sais, honnêtement, là, tout le charisme que cet acteur a, puis tout dans le fond, qu'est-ce qu'il a à apprendre comme ligne de ça. Je pense que c'est lui un peu là, qui domine peut-être là, les 5-10 prochaines minutes là, du film. Il est toujours en train de parler, c'est comme ça qu'il est reconnu. Ce qui est le fun là-dedans, par contre, c'est que il parle, mais il est pas nono. Dans le fond, il sait qu'il parle beaucoup, puis il y a une petite scène un peu là, entre lui et Sylvester un peu plus loin,
où ce que dans le fond, Sylvester il demande qu'est-ce qui s'est passé avec lui dans le passé. Pourquoi il a perdu son équipe puisqu'il faisait partie d'une équipe. Puis dans le fond, Banderas, il dit c'est beau tu m'écoutais là, parce que Sylvester va nommer là, des personnes là, qui sont mortes dans son équipe. Fait que c'est un genre de post-traumatique qu'il y a, là, un genre de toc à cause de tout ça. Puis c'est ça, je veux dire, dans le fond, c'est le fun là, que l'équipe est en train là, de tout s'assembler tranquillement. Là, on colle Banderas à l'équipe originale là, des Expendables. Parce que là, quand ils partent de là, ben l'ancienne gang, là, le Team One, si vous voulez, Dolph, Statham et Randy Couture, eux autres, ils étaient tannés un petit peu de rien faire. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça qui est plate un peu avec les gars des deux premiers films, c'est qu'ils font rien pendant tout le film. Ils sont là vraiment comme personnages de soutien. C'est pas des personnages principaux. C'est sûr que le film s'appelle The Expendables. Puis, bon, on a changé l'équipe aujourd'hui. Mais ça aurait été le fun qu'ils fassent quelque chose qui soit pas dépendant de Sylvester pendant tout le film. Peut-être qu'il aurait pu partir sur une autre équipe. Je veux dire, juste les trois ensemble, que Jason Statham a décidé que il prenait en main là, les trois autres gars, même s'il y en a un qui est à l'hôpital, mais qu'il partait de même, puis que il décidait là, de diriger l'équipe. Mais c'est ce qui aurait dû avoir, qui aurait dû arriver tant qu'à moi. Puis qu'après ça, ben, qu'il y a une manière là, qu'il y a une réconciliation. Là, ça paraît juste un peu là, d'une équipe qu'ils sont tous perdus. Quand Sylvester Stallone, là, dans le fond, il les a abandonnés. Fait que, tu sais, c'est juste que là, ça tombe bien que là, Sylvester est au bas fond, puis que dans le fond, il a besoin d'une équipe, puis que la première équipe, elle vient le rejoindre. Fait que eux autres, là, ils se renvoient, là, retournent là, dans un pays, là, le j'ai eu de la misère à le dire au début du podcast. Je peux vous dire, j'ai repris le début une couple de fois. Là. Asmanistan, excusez, là je l'ai eu du coup. Asmanistan, bien sûr, c'est encore un pays là, qui a été inventé. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, ils s'en vont là. Puis, on va nous le répéter une couple de fois là, que plus tard, il va y avoir l'armée là, Asmanistan. Là, c'est parce que je l'ai parfaitement, là, je suis capable de le dire, là, que je le dis tout de suite, et puis je règle toutes les affaires sur Asmanistan. Plus tard, là, c'est ça, tu sais, Mel Gibson, il a accès à l'armée asmanistanienne que pour pouvoir attaquer le No Expendables, mais en tout cas là c'est juste parce que je voulais régler ce mot-là tout de suite. Fait que je vais retourner un petit peu dans le temps là où ce que dans le fond Mel Gibson a envoyé une vidéo à Sylvester pour lui dire que son équipe est gardée en otage, puis que dans le fond c'est ça, il doit se rendre à Asmanistan. Puis, dans le fond, on essaie d'avoir quand même là, des scènes un peu avec Mel Gibson là, au courant du film. Là. Tout le long du film, là, on le voit là, qu'il fait des transactions là, de tableaux. Dans le fond, les tableaux, ils disent dans une ligne pourquoi ils ont besoin des tableaux. C'est que les tableaux, ils passent pas au rayon X aux douanes. Fait que c'est pas comme ça qu'ils font pour cacher les armes. Dans le fond, là, honnêtement, je veux dire, je me suis dit, il faut vraiment, je trouve, pourquoi que ce personnage-là cherche des tableaux. C'était la 3e fois que je voyais le film. Dans le fond, je l'avais vu 2 fois pour le podcast d'aujourd'hui. Là, puis je l'ai vraiment attrapé là, dans une simple ligne où, dans le fond, le personnage de Robert Davey, là, quand il se parle, là, c'est là qu'il explique là, pourquoi il y a les tableaux. Puis, c'est parce qu'on le voit parler de tableaux tellement que finalement on peut peut-être se poser des questions pourquoi les tableaux, puis c'est-tu juste un trait pour le personnage, mais non, c'est vraiment juste parce que il doit cacher les armes avec ça. Fait que c'est puis c'est ça, on essaie de montrer quand même un peu un côté à Mel Gibson où ce que tu sais, à quelque part il va dire qu'il y a une fille, puis c'est pour ça que tu sais, il y a comme un peu il sympathise un petit peu avec Rhonda.
Mais tu sais, Rhonda, elle, dans le fond, là, elle se fout carrément de lui, là, à quelque part, là, elle n'a rien à foutre là, de ce qu'il y a à dire. On essaie quand même un petit peu, pour le peu qu'on peut faire, d'essayer d'approfondir le personnage de Mel Gibson. Ça, je l'apprécie quand même. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un méchant là, de toute l'équipe Expendables là, dans les méchants. Que ce soit Jean-Claude Van Damme là, la dernière fois ou Eric Roberts là, la première fois, que on a réussi un petit peu à aller voir un peu le côté humain qu'ils ont. Mais c'est ça, en tout cas, j'apprécie quand même, mais on aurait pu justement essayer là, d'apporter plus, mais en même temps, ça aurait été juste du cliché, tout ça. Je pense qu'on a quand même juste assez pareil. Là. Alors, nos Expendables, ben c'est ça, ils vont retrouver, là, ils vont réussir à aller sauver là, notre deuxième équipe d'Expendables. Puis, dans le fond, puisque c'était trop facile, rentrer dans la bâtisse où ce qui était gardé, ben, dans le fond, c'est que la bâtisse est toute remplie d'explosives. Puis c'est là qu'on sait que, dans le fond, il y a comme une... Ben, tu sais, où ce que Mel Gibson va envoyer un message pour dire que, dans le fond, il y a 45 secondes là, à faire leur prière, mettons. Sauf que lui, Glenn Powell, lui, il est expert là-dedans là, pour toute l'électronique. Puis après ça, ben c'est ça. Dans le fond, tu sais, ils font quand même assez bien ça. Tu sais, dans la scène où la scène de hangar où dans le fond, la première équipe d'Expendables est en train là, d'un peu là, de jouer au coq avec la deuxième équipe, l'équipe des jeunes. Ben, tu sais, on a quand même Dolph Lundgren que lui, il a quand même pris un peu des notes, puis que dans le fond, il s'est senti inspiré pour une raison quelconque. Il amène une batterie avec lui, puis tu sais, avec cette batterie-là je sais pas exactement là, c'est quoi, là, c'est juste un. Ben, en tout cas, si maintenant ils ont besoin d'une batterie là, pour quelconque affaire, il y a sûrement une raison. Celle-là, je l'ai pas catché par contre, là. Mais ils vont utiliser cette batterie-là pour pouvoir reprogrammer le détonateur, puis que dans le fond, quand la batterie de cette chose-là va lâcher, ben le détonateur va exploser. Fait que ça lui donne environ 20-25 minutes. Fait que en faisant ça, ben tu sais, on a chacun l'armée là, asménistanienne, là, en tout cas, là, je l'ai dit assez souvent tantôt, là, asménistanienne, je viens de le dire. Mais c'est ça, elle, cette armée-là se pointe, dans le fond, là, puis dans le fond, c'est là où on a la grande finale là, du film, où on va prendre quand même un moment pour chaque Expendable. Comme j'ai dit tantôt, je pense pas mal là, que le personnage de Victor Ortiz, lui, dans le fond, là, il va passer à côté. Là, il y a un bout où le plancher va s'affaisser, puis dans le fond, on va penser peut-être que Wesley Snipes est mort, mais dans le fond, c'est pour donner un peu de temps à tous les autres. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, on a un moment là avec Rhonda où est-ce qu'elle va se battre, puis dans le fond, ben, on va avoir Banderas qui va venir la rencontrer, puis dans le fond, où ce que c'est, on est supposé là, d'avoir un petit peu là, des moments là, creepy qu'on appelle là, du côté là, de Banderas qui est en train là, un peu de la creuser, mais tu sais, c'est ça, c'est un petit peu mal placé un peu, là, en tout cas, c'est le personnage de Banderas qu'on a. C'est quand même assez drôle un peu. Elle repousse tout ça. Mais honnêtement, là, Rhonda n'est pas nécessairement une très bonne actrice aussi. Là, c'est sûr que je pense que c'est son premier rôle. Là, fait que elle a quand même à apprendre. Puis bien sûr, actrice là, à WWE, ça compte pas vraiment. Là, on a. C'est Stone Cold que dans le fond à la WWE a un tel charisme, puis en film là, ben, ça se transcrit pas à 100% pareil, mais tu sais, ça c'était dans le premier Expendables. Mais c'est ça, il y a quand même un moment pour elle pour pouvoir tuer des machins, puis qu'elle est jointe avec Banderas un peu plus loin. Il y a une scène aussi là, avec Powell que lui. Il va être désarmé, puis il va se mettre à escalader une cage d'ascenseur. Je sais pas pourquoi. Dans le fond, toute la scène quasiment, il va toujours être en train d'escalader là, la cage d'ascenseur. Mais il y a tellement d'autres Expendables qui ont quelque chose à faire, que ce soit Randy Couture, que ce soit Statham, que lui, dans le fond, il est un petit peu en compétition avec Wesley Snipes depuis le début du film là, pour des couteaux ou des blades si vous préférez en anglais, puis c'est un petit peu un clin d'œil.
Il y a probablement là, des références qui ont été faites là, à Wesley Snipes et ses films. Là, honnêtement, il y a beaucoup de films. Là, ça fait trop longtemps là, que j'ai vu là, beaucoup de ces films, mais je n'ai vu quand même pas mal. Là, ça se limite pas juste au Destructeur avec Sylvester Stallone. Il y a plusieurs films, là, Money Train avec Woody Harrelson. Le meurtre au 1600 ou quelque chose de même là, à la Maison Blanche. En tout cas, il y a plein de films. Il y a un film avec Sean Connery là, qui était une autre adaptation là, de Michael Crichton, l'auteur là, de Jurassic Park. Toutes sortes de films là, qui dans le fond là, que j'ai vus. Pas tous nécessairement là, des très bons films, là, mais en tout cas, c'est tous des films là, qui me viennent à la tête là, rapidement. Et bien sûr Blade, que j'ai juste vu le premier. Là, j'ai pas vu le deuxième et troisième Blade. Mais en tout cas, fait que c'est quand même le fun là, de voir tous les acteurs là, les voir en action là, pour peut-être en guillemets la dernière fois là, en supposant que peut-être que c'est la fin d'une trilogie. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt là, on sent pas vraiment la fin de la trilogie. Le film était à peine sorti puis on parlait déjà là, d'un 4e film. Mais c'est ça, tu sais. Fait que il y a Sylvester aussi qui va prendre un petit peu de ralentissement, un peu, il va prendre un peu l'arrière. Puis tu sais, c'est pas mal tous les autres là, qui vont se battre là, dans ces scènes-là. On a Lundgren et Couture, qu'eux autres vont trouver un tank dans tout ça. Puis que dans le fond, là, tu sais, honnêtement, la scène où ils s'assisent dans le tank, ça a l'air d'être genre une fausse prise ou quelque chose de même. Les gars ont l'air à rire comme tout. C'est sûr qu'ils sont en train de s'amuser dans cette affaire, toute cette scène-là. Mais honnêtement, ça a l'air d'être juste un rire trop réel, que ça n'a pas de l'air d'être un rire filmé, là, tu sais. Je sais pas si vous comprenez, je veux dire, dans le sens que ça a l'air d'être vraiment une erreur, puis ils ont juste décidé là, de garder la prise. Mais c'est ça, dans le fond, ils font bien du carnage avec le tank. Puis après ça, ben c'est ça, il y a Statham qui a quand même un peu sa scène de couteau, puis c'est ça, Snipes vient le rejoindre, comme j'ai dit un peu tantôt. Il y avait comme un gros bras là, qui se tenait avec Mel Gibson, puis c'est ça, dans le fond, on le donne à Statham pour que lui, il règle son compte. Parce que techniquement, c'est comme la deuxième tête d'affiche là, de la franchise. Mais c'est ça, fait qu'on lui a donné comme quelqu'un particulier à se battre contre, mais c'est ça, ça se limite pas mal à ça. Il y a le personnage de Lutz que lui, il va arriver en moto, puis il va faire comme une cascade assez spectaculaire où dans le fond, là, il va sauter là, super haut dans les airs, va s'agripper, puis tuer là, une couple de soldats facilement de même. Là. En tout cas, c'est une scène là, qui paraît bien là, comme côté cascade. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ça explose un peu partout. Éventuellement, Sylvester Stallone se ramasse en face d'un hélicoptère pensant que c'est pas mal sa fin. Puis que, dans le fond, il est sauvé par Harrison Ford, que lui, dans le fond, dans la dernière conversation qu'il y a eu avec Sylvester Stallone, Sylvester, il a fait comprendre là, que le gars va s'enclairer pour une. Que si, mettons, il réussit à arrêter Mel Gibson, ils vont trouver avec des avocats et des affaires de même, là, mais il va réussir à s'en sauver tout ça. Fait que Harrison Ford trouvait ça logique, ce qu'il a dit. En tout cas, pour la logique que c'est, mais en tout cas, il décidait là, que lui, il faisait son dur à cuire lui aussi. Puis qu'il se trouvait un hélicoptère, puis que dans le fond, là, il venait aider les Expendables à partir de ce moment-là. Puis que, c'est ça, dans le fond, on a Harrison Ford qui, un an avant de redevenir le personnage là, de Han Solo, il va embarquer là, dans son hélico millénaire ou faucon terre ou quelque chose en même. Là. Il va faire des manœuvres là, que je suis pas sûr que les hélicoptères peuvent vraiment faire. Là, il part vraiment là, ses côtés, des affaires de même là, avec d'autres hélicoptères qui le poursuivent. Là, tout ça. Ça fait un petit peu Star Wars dans le fond, là, mais il fait ça avec un hélicoptère. Mais ça a l'air que pareil que Harrison Ford était quand même, là, il a déjà fait là, des tournées là, de garde-côte, des affaires de même. Là. Il est quand même capable de piloter un hélicoptère. Mais c'est sûr là, que on le connaît là, comme pilote, là, comme Han Solo. Ça aurait été le fun aussi qu'il fasse un genre de clin d'œil à Indiana Jones. C'est à savoir si, mettons, c'est quel le personnage le plus emblématique là, pour Harrison Ford, Indiana Jones ou Han Solo. En tout cas, c'est des bouts, je pense que j'ai eu là, il y a quelques mois là, en parlant d'Indiana Jones.
Sauf que, mais c'est ça, mais je vais vous avouer quelque chose, là, puis ça en est gênant un peu, là, c'est pas la première fois que je parle de quelque chose de gênant au podcast, là, mais honnêtement, là, quand j'ai vu le film, là, ça m'a passé, là, vraiment, là, 100 pieds par-dessus la tête, là, j'ai pas allumé du tout Harrison Ford, puis je me suis dit, c'est non bien plate que Harrison Ford est pas sorti pour, tu sais, dans le fond, là, pour prendre des fusils, pour tirer à côté là, de tous les autres Expendables. C'est vraiment, là, j'ai rien vu de tout ça. C'est vraiment comme plus tard, après, avec le film, je me suis dit, ah, tiens donc, c'est vrai, c'est Han Solo. Puis, tu sais, il conduit un hélicoptère. C'est comme, peut-être même quand j'ai écouté là, le Force Awakens l'année suivante, que j'ai comme allumé. Ben, tiens donc, tu sais, c'était ça, là, pourquoi qu'on l'a vu en hélicoptère, là, tu sais, en tout cas. Fait que ça, c'est le petit moment de gêne du podcast. Fait que dans le fond, là, c'est ça, tout le monde a le petit moment. Finalement, ben c'est ça, tu sais, à bord de l'hélicoptère à Harrison Ford, ben il y a Arnold qui va s'embarquer avec lui pour tirer sur les côtés. Et Jet Li, il va se pointer. Jet Li, c'est ça, tu sais, dans le fond, là, à ce moment-là, dans le fond, là, il y a, je sais pas si c'était pour ça aussi qu'il est parti là, dans le premier film, dans le deuxième, excusez, au début. Mais là, il revient pour quelques scènes, là, dans le fond, là, pour même pas 5 minutes là, dans tout le film. Là, il revient vraiment là, avec juste pour être là, pour qu'il soit présent. C'est le fun qui est là. Mais lui, dans le fond, là, il y a une maladie là, qui s'appelle la hyperthyroïde. Puis, dans le fond, là, c'est pas, c'est juste que ça l'attaque. Là, à ce que ça, je sais pas mourant. Là. Mais c'est ça, dans le fond, il doit faire plus attention. Il est sensible à des chaleurs, puis les températures, des affaires de même. Là. Fait que c'est peut-être pour ça là, qu'il était pas là pour tout le film, puis c'est pour ça que dans le fond sa carrière est pas mal là, au ralenti là, depuis quelques années. Vraiment plate pour l'acteur, là, ça j'étais pas au courant de ça. Mais c'est ça, fait que tu sais, on a quelques scènes où que, dans le fond là, on a des fusillades avec Arnold et Jet Li. Puis c'est ça, fait que tout est pas mal sous contrôle, là, l'armée là, azménistanienne. Elle est pas mal ramassée au complet. Tu sais, dans le fond, il n'y a aucun Expendable qui est mort, qui a mangé une balle, rien du tout. À part Sylvester, que lui va finalement recevoir une balle là, de Mel Gibson. Mais même là, il va avoir un gilet par balle. Fait que lui, Stallone va tomber là, dans probablement une genre de piscine abandonnée, quelque chose de même, là, où il reste juste un dépôt là, dans le fond de la piscine. Puis on va avoir la confrontation finale là, avec Mel Gibson. Honnêtement, si on a Rocky contre Mad Max ou Martin Riggs, honnêtement, je ne vois pas vraiment là, je veux dire, c'est comme évident. Là, tant qu'à moi, là, oui, on a Braveheart, là, William Wallace là, en face de lui aussi. Mais sauf qu'il n'y a pas son épée avec lui. Là, fait que, en tout cas, je veux dire, j'enlève rien à Mel Gibson, mais je pense que le combat est déjà gagné d'avance. Puis c'est un combat qui est assez expéditif, honnêtement. Là, j'ai été un petit peu laissé sur ma faim avec Jean-Claude Van Damme. Je pense que celui-là, il me laisse comme quasiment indifférent. Là. On est supposé peut-être se dire qu'il y a plus... C'est plus le côté émotionnel, peut-être, là, quelque chose de même. Là. Mais honnêtement, là, je trouve que ça tombe, je veux pas dire à plat, mais je veux dire, c'est juste parce que c'est un film d'action. Il doit avoir un combat de la fin contre le méchant, puis notre héros versus le mal ultime. Puis c'est ça finit là, que finalement Mel Gibson va se faire tirer. J'ai remarqué par contre, je parlais là, de la cote du film au début, là, qu'il est rated R, puis les deux autres, puis là lui il est rated PG-13. Ça va se voir à la fin. Je pense que c'est la seule scène où on va voir du sang sur Mel Gibson, où il y a un peu de sang sur lui. Il n'y a pas de sang qui éclabousse à rien, mais il y a un petit peu de sang là, qu'on voit sur sa peau là, avec sa chemise déchirée. Là. Mais c'est tout. Là. C'est la seule fois. Il y a Statham qui va poignarder là, le numéro 2, puis il n'y a genre aucun sang là, puis on voit très clairement là, le genre de gros couteau là, qui est planté là, dans le gars, puis il n'y a vraiment pas de sang. Là, fait que c'est selon peut-être là, ce que j'ai pu comprendre, là, même Stallone qui va s'excuser à la toute fin du film là, pour dire que ce film-là aurait dû être R-rated, puis
Honnêtement, je pense pas que c'est ça. Parce que honnêtement, là, l'action a toujours été très bonne là, tout au long du film. Là, puis la séquence de fin est très excellente. Ce qu'elle avait dans le deuxième film, qui était peut-être un petit peu mieux d'un côté, c'était parce qu'on avait beaucoup de nostalgie. On avait Arnold, on avait Bruce Willis. On n'avait pas besoin de plus que ça. On avait juste besoin aussi de Chuck Norris qui était là. Puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, ça faisait quelque chose de solide. Dans le film d'aujourd'hui, ben, on a de la bonne action. Tu sais, c'est ça aussi qui change beaucoup. Mais il faut noter là, que c'est pas Chad Stahelski qui fait qui s'occupe là, des cascades puis de toutes les tout ce qui est question action puis toutes les stunts, tout ça là, cette fois-là, mais quand même juste au moins qu'est-ce qu'on a pareil là, c'est quand même assez solide là, même si c'est pas M. Stahelski là, que on dirait que quasiment au podcast là, que je vénère ou quelque chose de même là. Mais tu sais, je pense que c'est bon là, d'en noter là. Alors la batterie de Dolph, elle tombe à zéro, puis dans le fond, ça l'empêche plus là, le détonateur là, de faire sauter là, toutes les bombes là, de C4. Fait que toute la bâtisse se met à s'effondrer. C'est quand même... j'aime quand même l'idée, là, dans le fond, de l'effondrement de toute la bâtisse. Ça fait peut-être un genre là, de clin d'œil à Rocky qui monte la montagne ou quelque chose de même là, dans Rocky 4, peut-être. Là, en tout cas, je me dis, il doit courir, puis pendant que tout est en train là, de s'effondrer, puis on voit qu'il doit monter là, vers le plus haut, là, vers le toit. En tout cas, je pense pas vraiment que c'est ça. Là. C'est peut-être moi qui a forcé un peu là, mon clin d'œil. Mais dans le fond, là, il doit arriver là, à l'hélicoptère. Un peu plus tôt, on avait Arnold là, qui était sur le toit puis qu'il avait fait là, son clin d'œil à Get to the Chopper. Là. En tout cas, je l'ai trouvé quand même assez drôle parce que je m'attendais pas à ça tout à fait. Pourtant, c'était assez évident, là, je veux dire, qu'il était là, dans un hélicoptère. Mais c'est ça, fait qu'il se ramasse à l'hélicoptère, là, puis finalement, il est secouru. Là, on essaie de nous faire croire que peut-être qu'il n'a pas survécu, puis en tout cas. Dans le fond, là, son ancienne équipe vont le niaiser un petit peu, puis dans le fond, là, c'est quand même le fun, pareil, de voir ça, un peu la dynamique entre les personnages, où ils sont en train là, de le niaiser, à savoir, là, tu sais, dans le fond, il les a virés, puis après ça, c'est ça, tu sais, il bargaine un peu, là, mais tu sais, je veux dire, c'est tout fait là, de bonne foi, là. Quand on regarde quand même au loin, quand on voit l'hélicoptère, là, c'est sûr que c'était probablement fait à l'informatique ou c'était une miniature ou quelque chose de même, là, je sais pas trop quoi. Ce qui est clair, c'est que Stallone est monté extrêmement vite là, dans l'hélicoptère. Là, à peu près, là, il va partir là, de très bas à peu près là, en moins d'1 seconde et quart. Il est rendu dans l'hélicoptère. Là, c'est peut-être un petit peu trop rapide, là, mais en tout cas, il se ramasse finalement, là, il est sauvé. Fait que tous nos Expendables, là, ils se réunissent au bar après, puis c'est toute la gang au complet. Là. Terry Crews, il revient. Harrison Ford aussi se ramasse aussi au bar avec eux autres. Fait que c'est un peu comme dans le premier film, là, où on a comme une réunion là, de tout le monde ensemble. Tout le monde, dans le fond, là, il festoie après, là, si on veut. Là. Mais c'est ça, tu sais. Ce qui est plate, c'est que je pense que pas mal tout dans la nouvelle équipe d'Expendables, je crois qu'il y a personne qui revient dans le nouveau film, malheureusement. C'est pas que je les aime pas ou que je les aime. Je veux dire, c'est juste que ils reviennent pas. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste que je trouve ça plate à quelque part que là, on nous a construit ces 4 personnages-là, mais que en bout de ligne, là, ils reviendront pas. C'est sûr qu'on est quelque chose comme 8-9 ans après là, le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça, le film en tant que tel, lui, il ferme, puis ils ont chacun le petit moment. On soupçonne que Jet Li et Arnold sont un couple. En tout cas, c'est une scène un petit peu malaisante, un petit peu étrangement filmée, là, qui fait sourire dans le fond, là. Après ça, c'est ça, tout est pas mal fermé. Il y a un clin d'œil là, de Dolph là, qui fait à Jet Li là, en parlant de sa grandeur, là, qu'est-ce qui leur discussion dans le premier film. Il y a Lutz là-dedans là, que lui, on le voit ambitieux un peu, là, que peut-être que lui, il voudrait prendre les rênes là, pour être le chef là, de la bande des Expendables. Mais tu sais, ça finit pas mal de même là, encore avec les couteaux aussi là, de Jet Li et de Wesley Snipes, que tu sais, on a comme un peu le genre de clin d'œil là, comme dans le premier film, là, la manière qui finit.
Mais ça finit pas exactement là, pareil, parce que ça finit pas à cette scène-là. Ça finit avec vraiment Sylvester Stallone et Jason Statham là, qui se jasent. Puis en même temps, ben, c'est ça. On a comme un peu un feeling de fermeture où ce que Stallone, là, il peut regarder comme toute l'équipe, là, puis comme un peu être fier. Là, Statham, il arrive et il dit, là, ben, on dirait un père là, qui est fier de sa famille, tout ça. Là. Mais c'est ça. Quelque part, là, peut-être qu'on est supposé de sentir une fermeture, mais en tout cas, dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, là, je sens vraiment là, pas une fin de fermeture là, de trilogie. Là, je sens juste un autre film là, qui ferme. J'ai pas parlé de la musique de Brian Tyler aujourd'hui. Ça va être un petit peu une déception. Honnêtement, là, je trouve que, ben, tu sais, sans être mauvaise, je trouve juste qu'en bout de ligne, là, la trame sonore, là, elle a été recyclée carrément là, du deuxième film. Là, que était un petit peu recyclée du premier film, là, mais je trouve que celle-là d'aujourd'hui est vraiment complètement là, rien de neuf. Puis, on ferait juste apprendre là, vraiment le thème des Expendables, puis on la colle pas mal partout. C'est pas une mauvaise trame en tant que telle, mais elle apporte rien. C'est plus ça que je veux apporter. Alors, en conclusion, ben, je suis quand même assez surpris du film aujourd'hui. Je pense que, dans le fond, le problème, là, c'est en finissant le deuxième film, c'est comme j'avais vu toute la nostalgie que j'avais à avoir. Tu sais, honnêtement, voir Wesley Snipes, que oui, j'aime bien. Antonio Banderas, ok, je l'aime bien. J'étais content un peu de voir ce monde-là, mais rien comparé à voir Van Damme, voir Bruce Willis à côté là, d'Arnold Schwarzenegger. C'est plate comment que l'être humain est, mais dans le fond, 2 ans avant, j'avais vu le film ultime des Expendables. Fait que il aurait fallu peut-être qu'il en fasse plus. Ce film-là essaie pas d'en faire plus nécessairement. Il va y arriver un petit peu plus. En tout cas, je déteste dire ça quasiment. Là, je me sens mal dire ça. Là. Mais je trouve que le film essaie de plus être un film d'action avec les acteurs. Je sens que depuis le premier film, c'est le premier film qui est le plus pensé, qui essaie d'être vraiment un film d'action et non baser son film sur la nostalgie, même s'il va apporter Wesley Snipes, même s'il va apporter Banderas. C'est peut-être des acteurs peut-être que j'ai moins de nostalgie envers, c'est peut-être ça aussi l'affaire que je vais penser de même, mais c'est ça quelque part, moi c'est comme ça que je vois ça. Puis en voyant le film, que tu sais, comme je pouvais dire là, la semaine passée avec Expendables 2, que on pouvait fermer notre cerveau en rentrant dans le film puis la reprendre juste en sortant du film. Aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, le film, il y a un petit peu plus de profondeur. C'est sûr que j'aime plus ça quand il y a un peu plus de profondeur. C'est pas le grand film d'action de tous les temps, mais c'est un film d'action qui est quand même assez compétent. Pour quelqu'un qui faisait juste des films d'annonces télé, tout ça, mais en tout cas pour son deuxième film, dans le fond, je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Est-ce que Stallone est en train aussi là, de réaliser... dans le fond, il suggérait-tu fortement au réalisateur de faire des choses? Ça, j'ai pas mal un gros doute là, que c'est comme ça s'est produit, là, que dans le fond, c'est Stallone qui réalisait le film, là, mais que dans le fond, c'était quelqu'un d'autre là, qui avait son nom dessus. Là. D'après moi, c'est plus ça. Mais honnêtement, je trouve que c'est un film là, très compétent. Que oui, il y a des clichés. Il y a des fois, il faut pas vraiment se poser trop de questions. Oui, c'est ce que c'est en tant que tel comme produit. C'est un film d'action créé comme sur les bases d'un film des années 80-90. Sauf que c'est un film qui se tient plus en enlevant la nostalgie que les 2 derniers films. Les 2 derniers films, surtout le deuxième film, est-ce que ce film-là se tiendrait vraiment si on enlevait Arnold Schwarzenegger, on enlèverait Bruce Willis, on enlèverait Jean-Claude Van Damme? Ça serait pas mauvais, mais ça serait beaucoup inférieur au film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui est capable de se tenir par lui-même. C'est ce que je suis vraiment surpris. Quand je l'ai vu initialement, j'étais quand même beaucoup déçu, comme j'ai parlé tantôt, que, tu sais, dans le fond, il n'avait pas apporté ce que j'aurais espéré pour un film d'Expendables, qui a toujours été basé sur la nostalgie. Puis ce film-là, ben c'est ça, tu sais, il apporte ça à un certain degré, mais pas tant que ça, comparativement aux 2 premiers films. Fait que,
honnêtement, je veux dire, je me sens très bien là, d'endosser le film. Honnêtement, je pensais pas, tu sais, avant, tu sais, je voulais pas non plus là, parler trop d'avance là, dans les 2 dernières semaines. Je voulais juste un peu savoir quand même qu'est-ce que j'allais faire pour le film. Puis je suis vraiment surpris. Je me rappelais à peine de rien. Je savais qu'il y avait une scène avec Robert Davi. Je savais que Harrison Ford allait arriver là, dans un hélicoptère à la fin du film. Je savais qu'on allait avoir Arnold Schwarzenegger pas mal plus dans le film là, que dans le fond là, la semaine passée. C'est juste parce qu'il est là dans quelques scènes. Dans le fond, je pensais qu'il allait être plus que ça. Là, honnêtement, là, j'ai été un petit peu déçu qu'il était pas tant que ça là. C'est juste qu'il apparaît un peu partout. Il est parsemé dans tout le film au lieu d'être juste à la fin, contrairement là, comme la semaine passée. Là, il est comme parsemé là, au début, au milieu, vers les 3/4 du film. Puis, tu sais, il est partout. Il y a de l'air d'être plus là, mais en bout de ligne, là, probablement que son temps d'écran est encore plus petit là, que dans le film de la semaine passée. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, là, je trouve que je l'endosse pleinement, le film. Pour l'instant, si je pour classer là, les films, là, c'est sûr que le deuxième va être le meilleur film d'Expendables. Ça va être le 2, le 3 et le 1. Je dois dire que le 1, c'est le film que je sais pas si je veux vraiment nécessairement le revisiter après avoir vu les 2 films qui ont suivi. Je trouve que, dans le fond, le premier film, dans le fond, était mieux fait avec le 2. Puis aujourd'hui, on nous apporte quelque chose d'un peu différent. Fait que c'est comme ça que je vois ça, honnêtement. Je me vois pas en ce moment à réécouter le premier film là, pour l'instant. Je pense que quelque part, on a fait un meilleur travail aujourd'hui. Là. Fait que c'est pas mal tout pour Expendables 3. La semaine prochaine, c'est ça, ça va être le nouveau film, là, dans le fond, là, qui sort là, plus tard cette semaine. Je vais regarder là, pour le fun là, quelque chose là, que j'ai pas fait là, dans les dernières semaines pour pas avoir trop là, de mauvaises surprises. Ou en tout cas, si maintenant vous voulez pas rien savoir du tout là, sur le nouveau film, là, n'écoutez pas. Mais la seule affaire que je veux faire, là, c'est juste regarder vraiment les noms qui vont être là, pour avoir un petit peu là, un aperçu de qu'est-ce qu'on va voir. Dans le fond, là, Statham, Stallone, 50 Cent, je pense que la semaine passée, là, c'est pas 50 Cent, là, j'ai nommé quelqu'un d'autre. Là, Megan Fox, Lundgren va revenir, Tony Jaa, ouais, je sais pas c'est qui ça. Randy Couture va être de retour avec Andy Garcia. Ça a l'air d'un bon casting. Je savais pas que Lundgren allait revenir. Je trouve ça plate un petit peu d'être spoilé là-dessus. Je trouve que c'est un casting qui est beaucoup plus amincé là, que les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 noms qui sont sur le film d'Expendables 3. Fait que, tu sais, quand on enlève, là, dans le fond, il y en a 3, 9, il y a 8 noms de moins, là. Ouais, c'est ça. Il y a 8 noms de moins, là, que l'Expendables 3. Bon, qui est Robert Davi, là, comme j'ai dit, là, il tient pas vraiment, là, je trouve, sur le poster du 3, mais en voyant le nom, bon, tu sais, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Honnêtement, j'espère que quand on va écouter le film, là, c'est sûr que, bon, on est quelques jours avant, là, moi j'enregistre là, le jeudi soir, avant l'apparition là, de l'épisode. Fait que, tu sais, je pense que même aujourd'hui, il y aurait probablement un peu des spoilers. Là. Il doit y avoir toutes si maintenant il y aurait eu des caméos surprises, je pense qu'on serait déjà au courant, mais peut-être que c'est quelque chose qui s'en vient plus là, en fin de semaine, là. Mais j'espère vraiment avoir des surprises la semaine prochaine. C'est sûr que je les cours pas là, je vais essayer de faire attention pour pas avoir justement de spoilers. Pour l'instant, il n'y a pas de Schwarzenegger, il n'y a pas de Willis. Willis était en rumeur avant là, la déclaration là, de sa maladie là. Qu'il serait revenu en méchant pour le 4e film, là, mais en tout cas, c'est ça. Malheureusement, là, ça me surprendrait très gros là, qu'on voit M. Willis dans le film aujourd'hui, de la semaine prochaine. Peut-être qu'on va justement essayer de trouver une manière de quand même y rendre hommage, que justement, on ne le verra pas en méchant. On va essayer de justement là, le faire virer, je veux dire, dans le fond, en respect là, pour lui. Ça, je ne serais pas surpris de ça, mais que même si, mettons, on décide aussi de rien faire avec, là, c'est correct aussi.
Le peu de bande-annonce que j'ai vu, puis j'ai pas cherché à avoir plus de bande-annonce, je pense que j'ai vu juste la première minute là, sur 2 minutes là, de la première bande-annonce où ce qu'on voyait Jason Statham et Megan Fox. Fait que en supposant que Stallone est juste là pour question là, d'être le nouveau Church, peut-être là, pour le nouveau film, c'est ce que cette bande-annonce-là semblait vouloir dire. Est-ce que Stallone étant le deuxième nom à apparaître sur le poster, est-ce que Stallone est plus là qu'on le laisse prétendre? Ça, je serais pas surpris de ça aussi, qu'il soit là un peu plus dans le film. Mais en même temps, c'est peut-être juste parce qu'on a le nom de Stallone pour la franchise qu'on a décidé de le placer en haut, mais techniquement, ça peut être un peu une déception pour les gens qui se disent Stallone est là en deuxième en haut, puis on le voit peut-être 5 minutes, tous les morceaux collés ensemble. Ça pourrait être une déception, mais en tout cas, le casting a de l'air quand même correct. En tout cas, je ne sais pas si Terry Crews va se pointer. Dans le fond, lui, il avait je lisais quand même là, qu'il il avait demandé là, à ne pas se faire tuer là, dans le 3e film. Là, mais c'est ça, tu sais. Si ce qui va être là dans le prochain film, là, en tout cas, s'il n'est pas mort dans le film aujourd'hui, au moins ramenez-le là, tant qu'à ça, mais au moins mentionnez-le pour dire qu'il est encore vivant ou quelque chose de même là. En tout cas, on verra bien qu'est-ce que ce film-là va être. Honnêtement, ça a l'air plus et peut-être en voyant le casting, j'ai pas vraiment là, de nostalgie avec aucun des personnages là. Je veux dire, la nostalgie est passée avec les 2 premiers films. Fait que ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on va aller avec le prochain film. On s'attend à faire une nouvelle trilogie à partir de là. On verra bien. Mais honnêtement, j'espère voir quelques caméos là, surprises dans le prochain film. Et non que ça soit un peu juste comme un reformatage là, du premier film, dans le fond, où techniquement là, les personnes là, qui étaient nostalgique à voir, là, c'était Arnold et Bruce Willis qui sont apparus là, que pour 2 minutes là, tout ensemble. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est ça. C'est Expendables 4 ou Expendables 4 ou Expendables ou quelque chose de même, là, ce qui est marqué là, sur le poster. Comme j'ai dit tantôt, j'essaie de la nouvelle équipement aujourd'hui en espérant que tout va bien. Dans le fond, c'est ce que je vais pouvoir tester là, par la suite. C'est sûr que je ne vais pas enregistrer le podcast 2 fois. Là. Ça va être ce que ça va être. Malheureusement, je peux des fois quand même essayer de manipuler là, le fichier audio, mes affaires de même. Là, mais si c'est mauvais, laissez-moi des commentaires dans le fond là, de comment que ça sort là, comme podcast solo. D'enregistrer. Je sais que quand j'enregistre avec Steven, ça sonne très bien, mais en tout cas, comme solo, je suis quand même. C'est un test aujourd'hui. Sinon, on va revenir à le bon vieux micro que j'avais avant. Comme j'ai mentionné au début du podcast, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, puis allez voir sur Facebook notre page sur Décryptons Smallville, juste suivre. Puis parlez-en, peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont fans de Smallville. J'ai été surpris, là, j'ai parlé à quelques collègues de travail du projet là, de Décryptons Smallville. Et j'ai découvert là, des gens là, qui sont très fans de Smallville. Fait que n'hésitez pas là, à en parler là, à des gens que vous connaissez et à suivre la page soit sur Facebook ou Instagram. Pour l'instant, on n'a pas là, de page là, sur X ou anciennement Twitter. Puis commentez sur l'épisode d'aujourd'hui aussi, là, faut pas oublier le podcast qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Laissez vos pensées en tant que tel. Je sais que tout ce que j'ai lu comme commentaire, personne disait que c'était le meilleur des Expendables, personne ne parlait du film aujourd'hui. Mais je pense qu'avec la réécoute, j'ai été vraiment surpris du film d'aujourd'hui. Puis, tu sais, si ça n'était pas que juste la nostalgie, c'est un film que je revisiterais quasiment tout seul. Contrairement là, au film là, de 2012 là, de l'Expendables 2. Mais en tout cas, fait que n'hésitez pas à commenter là-dessus. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je vais aller profiter de ma liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. What are you doing? Hanging a pirate! It's seriously demanding. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Are you crazy? Could kill me! You're welcome! Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Don't replace me. I'm
good. I'm still good. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Best chance. Let the hostages go, or you're out of there. En espérant vous voir au prochain épisode. Well, I suppose you could say, let's look at the world from different views. Come back? Yeah, Try and die. Ryan, die. Let's do it.